Bienvenue à Minuit Mystère. Ce soir, nous entrons dans le monde de Miss Marple, dans Miss Marple et le fantôme de la bibliothèque. Des murmures murmurent parmi les étagères, ancienne une lumière vacillante et un secret qui attend dans l'obscurité. D'où venez-vous dans le monde? Maintenant, versez-vous quelque chose de chaud et laissez le mystère commencer. Le village de St. Mary Mead avait connu de nombreux après-midi d'été empreints de charme et de farniente, mais peu d'entre eux étaient aussi resplendissants que celui où Madame Bantry organisait sa garden party annuelle. Les pelouses de Gossington Hall s'étendaient en immaculés tapis émeraude. Les rosiers s'alourdissaient de leurs fleurs tardives et l'air bourdonnait du joyeux bourdonnement des abeilles mêlé au bavardage des invités. Le thé était servi dans de délicates tasses en porcelaine, les sandwichs aux concombres disposés avec précision et quelques rires flottaient sous le chapiteau rayé comme des bulles de champagne. C'était, en bref, le genre de rassemblement où rien de désagréable ne pouvait s'immiscer. Du moins c'est ce que pensaient les villageois. Miss Marple, confortablement installée sur une chaise en osier au bord de la pelouse, observait avec sa douceur habituelle. On aurait dit qu'elle somnolait, ses mains gantées de dentelle soigneusement jointes sur ses genoux. Mais ses yeux bleu pâle, perçants comme le fil d'une aiguille, ne manquaient rien du battement de l'éventail de Madame Price Ridley lorsque le colonel Melchett passait sans le remarquer, ni de l'éclat forcé du rire de la jeune Sylvia Bantry lorsqu'elle discutait avec la femme du vicaire, à la manière dont le vieux monsieur Pritchard rôdait près de la table des rafraîchissements. Un peu trop souvent pour sa dignité. Il était presque 16 heures lorsque le calme de l'après-midi fut rompu. Une servante descendit précipitamment les marches. Pâle et tremblante, son tablier tordu dans les mains, elle murmura quelque chose d'urgent à l'oreille de Madame Bantry. L'hôtesse, ronde, vive et rarement sérieuse, se figea soudain. Sa tasse de thé retomba dans la soucoupe avec un bruit si violent que plusieurs invités se retournèrent en même temps. « Ma chère Madame Bantry, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Mademoiselle Hartnell, la curiosité aiguisant son ton. Madame Bantry déglutit, ses joues habituellement rouges vidées de leur couleur. Elle regarda l'assemblée autour d'elle, à la fois réticente à parler et incapable de cacher la nouvelle. « Il y a eu un incident, » dit-elle d'une voix hésitante, « à la bibliothèque. » La nouvelle se répandit dans l'assemblée comme une brise fraîche sur une eau tiède. Les gens se déplaçaient, se penchaient en avant, échangèrent des regards surpris. Le sanctuaire de la bibliothèque, avec ses volumes reliés en cuir, ses soirées tranquilles, et rien de plus sinistre qu'un verre de Porto renversé de temps en temps, sonna soudain de mauvais augure. Les sourcils délicats de Miss Marple se haussèrent légèrement. Un incident à la bibliothèque, curieux. Avant que quiconque puisse en demander davantage, le colonel Melchett, discrètement appelé par la même servante, traversa la pelouse à grands pas, ses bottes fendant l'herbe avec une détermination militaire. Il se pencha vers Madame Bantry, d'une voix basse mais d'une gravité indéniable. « Madame, je crains que nous devions demander à vos invités de rester. Une découverte a été faite, nécessitant une intervention immédiate, une découverte. Miss Marple, la tête penchée comme pour ajuster son châle contre la brise du soir, s'autorisa une réflexion tranquille. Les découvertes dans les bibliothèques étaient rarement de bon augure. Et ainsi, au milieu des tasses de thé et des roses, St. Mary Mead se retrouva une fois de plus au seuil d'un mystère. Le choc de l'annonce ne s'estompa pas, tandis que les invités de Gossington Hall se groupent en groupes inquiets sur la vaste pelouse. La lumière du soleil éclairait encore les parterres de fleurs et dessinait un agréable motif tacheté sur le chapiteau, mais l'atmosphère était irrémédiablement altérée. Des tasses de thé étaient imposées, inachevées, des gâteaux abandonnés. Le bourdonnement joyeux des conversations, autrefois aussi persistant que le bourdonnement des abeilles, s'estompa et se transforme en chuchotements anxieux. St. Mary Mead, comme tous les villages anglais, vivait de ses ragots, et de mémoire d'homme, jamais le village n'avait connu un tel festin de spéculation qu'une mystérieuse découverte dans la bibliothèque de Gossington Hall. Les mots eux-mêmes nourrissent l'imagination. Que pouvait-il bien s'agir d'autre qu'un scandale effroyable,
ou une calamité. Et en quelques instants, les théories commencèrent à germer. Madame Price Ridley, hérissée comme un chat par sa suffisance, fut la première à parler avec audace. « Je l'ai dit la semaine dernière, déclara-t-elle à mademoiselle Hartnell et à la femme du pasteur. Ces vieilles maisons attirent toutes sortes de gens douteux, des clochards, des cambrioleurs, et j'en passe. Il se pourrait bien qu'un vagabond se soit glissé dans la ruelle. » Mademoiselle Hartnell renifla. « Un vagabond ne cherchait guère la bibliothèque, Madame Price Ridley. Non, pas plus probablement. Il s'agit de la jeune Sylvia. Une dispute peut-être, avec un de ces jeunes hommes qui traînent toujours. »« Des bêtises !» intervint la femme du vicaire, dont l'expression trahissait plutôt l'empressement que la désapprobation. « Ce sera tout autre chose, croyez-moi. » Madame Bantry n'aurait pas été aussi pâle, si ce n'avait pas été une véritable horreur. Un vol, devrais-je dire, peut-être l'argenterie des Bantry. La voix ferme du colonel interrompit leur murmure lorsqu'il réapparut brièvement en haut des marches. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il, pour le moment nous demandons à chacun de rester sur la pelouse. Je vous assure que l'affaire est sous surveillance policière. Je vous demande de faire preuve de patience. » Ces paroles ne firent qu'accentuer l'atmosphère dramatique. C'était une chose que Madame Bantry paraisse alarmée, mais c'en était une autre que le colonel Melchett, magistrat et homme d'une autorité incontestée, s'exprime avec autant de sévérité. Les invités se rassemblèrent en groupe serré, la voix basse mais non moins enthousiaste. Miss Marple était assise tranquillement au bord du chapiteau, la tête légèrement inclinée, comme si elle écoutait au loin. En réalité, ses oreilles étaient à l'écoute de chaque frémissement de spéculation, de chaque murmure précipité. Elle remarqua comment Madame Bantry elle-même, après la déclaration du colonel, se retira dans la maison avec une réticence visible, mais aussi un certain sens du devoir. Cette légère hésitation était révélatrice. Madame Bantry n'était pas une lâche, elle s'était souvent enorgueillie de sa résilience face aux crises villageoises. Son blême si perceptible témoigne de la gravité de la situation. De l'autre côté de la pelouse, Madame Price Ridley racontait maintenant l'histoire compliquée d'un voleur de bijoux qui, selon la rumeur, rôdait autrefois dans le quartier. « J'ose dire, dit-elle, le menton levé, qu'un homme au caractère désespéré s'est caché dans la maison ces derniers jours. Personne ne me croit jamais quand je dis que ces grandes propriétés de campagne sont dangereuses. » « Ô absurdité !» murmura la femme du vicaire, sans conviction toutefois. Plus probablement une servante, une pauvre créature, s'est fait du mal. Ces mots furent aussitôt entendus par d'autres, et la rumeur se répandit de groupe en groupe, comme une étincelle sur de l'amadou sec. Un domestique fait une bêtise. Le suicide, murmuré à voix basse et scandalisé, devint la première conjecture sérieuse de l'après-midi. Miss Marple, observant discrètement, vit l'histoire évoluer à mesure qu'elle se répandait. En 10 minutes, ce n'était plus une servante en détresse, mais une de ces étrangères qui s'était empoisonnée après une rupture amoureuse. Comme il était curieux, songea-t-elle, que les gens préfèrent toujours les embellissements sordides à la simple vérité. Cela ressemblait, pensa-t-elle, à la disparition du chat de Madame Finch. On le disait d'abord perdu, puis volé, et finalement noyé dans un tonneau d'eau de pluie, alors qu'en réalité il dormait dans le hangar à charbon. La nature humaine, songea Miss Marple, était merveilleusement prévisible. La jeune Sylvia Bantry sortit de la maison, le visage pâle, les mains jointes. Un murmure s'éleva parmi les invités, comme s'ils attendaient une annonce. Sylvia traversa rapidement la pelouse, jusqu'à l'endroit où son fiancé, Peter Soames, l'attendait. Leur échange chuchoté, bien que inaudible, exprimait avec éloquence sa détresse. Sylvia secoua violemment la tête à 1 ou 2 reprises, et Peter posa une main protectrice sur son bras. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Sylvia avait toujours été une fille nerveuse, encline à exagérer les affronts et les inquiétudes. Mais cette réaction n'était pas la simple agitation d'une jeune femme avide de sympathie. Non, Miss Marple discerne une véritable appréhension. Sylvia savait ou craignait quelque chose de plus que ce que les autres imaginaient. À présent, les calèches et les automobiles qui attendaient dans l'allée donnaient au rassemblement l'air d'une congrégation bloquée après une tempête. Personne n'osait partir,
même si beaucoup jetaient un regard envieux vers les portes. La vie villageoise les avait bien formés au moment difficile. Il fallait rester à proximité pour ne manquer aucune information. Le vicaire lui-même, l'air bienveillant et pensif, tente d'apaiser les spéculations par un murmure apaisant, tel un hymne. « Ne cédons pas aux rumeurs, mes chers amis, » dit-il d'une voix posée. « La vérité sera connue en temps voulu. » Mais ces paroles, si sincères fussent-elles, tombèrent dans le silence empreint d'impatience, telles des gouttes d'eau sur une terre desséchée, absorbées et oubliées presque aussitôt. Pendant ce temps, Miss Marple avait observé un phénomène bien différent des ragots. Une jeune femme qu'elle ne connaissait pas encore se tenait au bord de la terrasse, frottant un mouchoir et jetant des regards incessants vers les fenêtres de la bibliothèque. Sa nervosité était bien trop grande pour être simplement motivée par la curiosité. Et lorsque le colonel Melchett réapparut, accompagné cette fois de l'inspecteur Slack, la servante laissa échapper un léger hoquet avant de retourner précipitamment dans la maison. Le regard de Miss Marple s'attarda sur cette silhouette qui s'éloignait. Des servantes nerveuses et des fiancées anxieuses. Oui, la nature humaine était à l'œuvre ici dans toute sa diversité prévisible. Finalement, le colonel Melchett et l'inspecteur Slack s'avancèrent sur la pelouse. L'expression du colonel était sombre, celle de l'inspecteur Slack était vive, alerte et vaguement satisfaite. « Mesdames et messieurs, » a répété le colonel, « j'ai le regret de vous informer qu'un incident extrêmement grave s'est produit. Une femme a été retrouvée morte dans la bibliothèque. » Les mots s'abattirent lourdement sur l'assemblée. Plusieurs dames eurent un hoquet de surprise. Un faible cri s'échappa de Madame Price Ridley. La femme du pasteur joignit les mains. Le pasteur lui parut momentanément secoué. Morte. Une femme. Dans la bibliothèque. Les murmures s'élevèrent à nouveau, urgents et essoufflés, se transformant en conclusions immédiates. Qui était-elle? Quelle horreur! À la bibliothèque! De tous les endroits! Pas un serviteur, après tout. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux et baissa les yeux, le visage impassible. Pourtant, une pensée se forma dans son esprit, aussi claire que les mailles soignées de son tricot. C'était précisément la banalité du cadre de la confortable bibliothèque anglaise qui rendait l'intrusion de la mort si surprenante, et donc si révélatrice. Car lorsque l'extraordinaire s'immisce dans l'ordinaire, la nature humaine ne peut s'empêcher de se trahir. Les villageois continuaient de bavarder, d'inventer, d'embellir. Mais Miss Marple avait déjà commencé à écouter les subtilités cachées dans le bruit. Et même si elle n'oserait jamais l'annoncer, elle savait que l'énigme de la femme de la bibliothèque ne faisait que commencer. Le lendemain matin, l'aube se leva avec une clarté presque insolente, comme si le soleil n'avait aucune considération pour la tournure sombre que prenaient les événements à Gossington Hall. St. Mary Mead fut réveillée par le chant des oiseaux, les livraisons de lait et le brouhaha habituel des cuisines, mais sous-jacent à tout cela, vibrait le courant incessant des rumeurs. À l'heure du petit déjeuner, chaque boutique, chaque chaumière et chaque haie du jardin bourdonnèrent des rumeurs concernant la femme retrouvée morte dans la bibliothèque des Bantry. Au Blue Bar, l'aubergiste se pencha lourdement par-dessus le comptoir pour informer un public fasciné qu'elle était assurément londonienne, car personne à St. Mary Mead ne porterait une robe telle que celle décrite. Chez le marchand de légumes, on entendit Madame Price Ridley déclarer avec une satisfaction légitime qu'elle avait toujours prédit que quelque chose de ce genre se produirait. À la poste, la femme du vicaire chuchota à une amie que l'apparence de la défunte laissait présager une mise en scène. Chaque récit devenait un peu plus complexe, parsemé de oui-dire, au point qu'on en oubliait presque la crudité de la vérité. Une jeune femme non identifiée avait été découverte sans vie au cœur paisible de la demeure des Bantry. Miss Marple, assise près de sa fenêtre aux rideaux de dentelle, lisait sa correspondance matinale, avec une expression d'attention placide. Un mot de Madame Bantry figurait parmi les circulaires et les invitations habituelles. « Ma chère Jane, je sais que tu comprendras combien cette situation est affreuse pour nous. Viens, je t'en prie. Je ne sais que penser, et la police est partout.
Dolly point, Miss Marple plia le mot avec soin et le posa près de sa tasse de thé. Elle n'en attendait pas moins. Madame Bantry n'était pas du genre à se laisser intimider par le scandale, mais elle aimait avoir ses amis près d'elle, en cas de problème. Et Miss Marple, avec sa douceur et sa sagesse inépuisables, était précisément le genre d'amie vers laquelle Dolly se tournait. À 10 heures, Miss Marple fut introduite dans le petit salon de Gossington Hall. Madame Bantry se leva aussitôt d'un canapé, son teint rougeâtre habituel, marqué par la détresse. « Jeanne, ma chère, c'est trop horrible pour être décrit. Dans ma bibliothèque, de tous les endroits. » Miss Marple embrassa légèrement son amie sur la joue et s'assit. « Ma chère Dolly, il ne faut pas s'agiter. Assieds-toi et raconte-moi tranquillement ce qui s'est passé. Les journaux en parleront bientôt. »« Dis-moi la vérité. » Madame Bantry leva les mains. « Vérité ? C'est précisément ce que je n'arrive pas à déchiffrer. » Elle était allongée sur le tapis du foyer, comme tombée d'une chaise, une jeune femme assez remarquable, je suppose, avec ses cheveux de voyageuse, sa robe du soir, des perles bon marché autour du cou. Mortaine, Jane, complètement morte. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Et personne ne sait qui elle est, pas une âme. Aucun des domestiques, ni Melchett, ni même Arthur, bien qu'il ait affirmé l'avoir vue quelque part. La police s'arrache les cheveux. Slack, en particulier, semble savourer chaque instant. Oh, Jane, que faire? Les gens vont jaser. Ils le font déjà. Les gens parlent toujours, Dolly, dit doucement Miss Marple. On n'y peut rien. Mais ce qui compte, c'est la fille elle-même. Elle doit être venue ici pour une raison. Dame Bantry soupira lourdement. C'est exactement ce que Melchett avait dit. Il soupçonnait un rendez-vous sordide et sordide. Imaginez, dans ma bibliothèque. Miss Marple s'autorisa un léger sourire. On ne peut pas empêcher les gens d'imaginer des choses, Dolly. Mais la vérité, je le crains, sera bien différente. À ce moment-là, le colonel Melchett entra, l'air aussi sévère que d'habitude, suivi de près par l'inspecteur Slack. Le colonel inclina poliment la tête vers mademoiselle Marple, mais son impatience était manifeste. « Bonjour, Miss Marple. J'aurais dû me douter que madame Bantry vous demanderait conseil. » Miss Marple répondit avec une certaine inclination. « Il est tout à fait naturel que Dolly souhaite parler à ses amis, colonel, et vous devez admettre que St. Mary Mead n'a pas grand-chose à me dire. » Slack renifla bruyamment. « Trop de gens s'immiscent déjà, à mon avis. On réglera ça en temps voulu. Plus besoin de vieilles dames qui mettent leur nez là où elles ne devraient pas. » Le colonel Melchett fronça les sourcils en regardant son subordonné, mais Miss Marple se contenta de regarder son sac à tricot, imperturbable. Elle avait découvert depuis longtemps que les hommes comme l'inspecteur Slack trouvaient les femmes âgées tout à fait ordinaires, et elle préférait qu'il en soit ainsi. Eh bien, poursuit Melchett, la situation est la suivante. La jeune fille est inconnue. Ses vêtements sont bon marché, mais criards, censés suggérer un glamour trop grand pour ses moyens. Elle n'avait aucune pièce d'identité sur elle. Son sac à main ne contenait rien, à part un poudrier, un rouge à lèvres bon marché et un ticket de bus pour Londres. « De Londres ?» répéta madame Bantry, surprise. « Exactement. Slack est enclin à penser qu'elle est arrivée par le train de minuit, qu'elle a erré et qu'elle a trouvé la mort ici. Comment a-t-elle sa fin ?» demanda doucement Miss Marple. Le colonel s'éclaircit la gorge. « C'est précisément ce qu'il nous faut établir, Miss Marple. Elle ne porte aucune trace de violence, à l'exception d'un détail curieux. De légères empreintes laissaient penser qu'elle avait appuyé dessus. Pas assez, peut-être, pour être évidente, mais suggestive tout de même. » Madame Bantry haleta. « Étranglée. Dans ma maison. » « Non pas étranglée, corrigea le colonel, mais peut-être étranglée jusqu'à l'inconscience. Puis la mort s'en est suivie, peut-être due au choc. Le médecin n'en est pas certain. » Le regard de Miss Marple s'attarda sur le visage du colonel. « Des doigts, » répéta-t-elle doucement. « Les mains humaines peuvent être très cruelles. » Le colonel Melchett, incompréhensif, hocha brusquement la tête. « Exactement. Nous allons suivre ses déplacements, découvrir qui elle était, et nous saurons alors qui l'a amenée ici. En attendant, gardons la tête froide. » Tandis que les hommes partaient, madame Bantry s'effondra de nouveau sur le canapé. « Oh, Jane, quel cauchemar !»
et dire qu'elle était allongée là, parmi les livres d'Arthur, comme si elle avait été placée délibérément, par pure plaisanterie. Miss Marple posa une main apaisante sur le bras de son amie. « Délibérément, dites-vous? C'est très intéressant. » Madame Bantry cligna des yeux. « Eh bien oui. Enfin, pourquoi la bibliothèque? Pourquoi pas ailleurs? Le jardin, l'allée, n'importe où. » Mais la bibliothèque, Miss Marple, fit un léger signe de tête presque imperceptible. « Oui, Dolly, pourquoi donc? » Plus tard, en revenant dans les ruelles du village, Miss Marple réfléchit à tout ce qu'elle avait appris. Une jeune femme, vêtue avec élégance, inconnue de tous, retrouvée morte dans la bibliothèque des Bantry. Un ticket de bus pour Londres, de légères marques sur la gorge, un corps déposé ou tombé dans une pièce si délibérée. Ce n'étaient pas des éléments aléatoires. Ils formaient un motif, si l'on savait le repérer. Chez le boucher, Miss Marple s'arrêta pour échanger quelques mots avec Madame Price Ridley, qui enjolivait déjà l'histoire de fioritures dramatiques. Elle écoutait en silence, ne lui répondant que de douces remarques. Après tout, la nature humaine se révèle le plus clairement lorsque l'on se prend pour un simple bavard. À son retour à son cottage, Miss Marple avait recueilli une demi-douzaine d'observations, dont elle n'aurait rien partagé avec l'inspecteur Slack pour rien au monde. La police aurait ses théories, les villageois leurs ragots. Miss Marple, quant à elle, tricotait, prendrait son thé et ses pensées se tissaient déjà autour du mystère du fantôme de la bibliothèque. Car le fantôme, elle le savait, n'était pas une apparition, mais une jeune femme avec une histoire, et Miss Marple avait bien l'intention, à sa manière, de découvrir quelle était vraiment cette histoire. L'inspecteur Slack n'était pas homme à s'attarder sur les subtilités. Dès le 2e jour après la découverte, il avait déjà déclaré dans le salon du Sanglier Bleu qu'il connaissait le genre de fille qu'elle était et qu'il serait facile de retrouver l'individu avec qui elle avait des affinités. Les villageois, mi-incrédules, enthousiasmés, firent circuler la proclamation avec délectation. Le colonel Melchett, malgré son bon sens, semblait disposé à laisser Slack poursuivre sa théorie. Ainsi, le premier suspect de l'affaire fut démasqué non par des preuves, mais par la logique si commode que la police privilégie si souvent. « Arthur Bantry », dit Madame Price Ridley au bureau de poste baissant la voix, mais pas assez pour empêcher la moitié de la file d'entendre. « Ah, bien sûr, on n'en parlera jamais ouvertement. Mais une femme en robe du soir, dans sa bibliothèque, vous voyez ce que je veux dire. Pas de fumée sans feu. » Miss Marple, qui avait acheté des timbres au comptoir, s'arrêta un instant pour glisser le petit paquet dans son sac. Son visage ne trahissait ni surprise ni indignation, simplement cette expression douce et pensive qu'elle arborait si souvent. Plus tard, dans le salon de Madame Bantry, la tempête de suspicion du village faisait rage avec la même intensité. Dolly Bantry allait et venait, les mains flottantes. « Jane, c'est monstrueux ! Dire que les voisins peuvent imaginer de telles choses d'Arthur. Il n'a jamais regardé une autre femme de sa vie. Et maintenant on murmure des rendez-vous et des liaisons. Comme si mon pauvre mari était un libertin. » Miss Marple hocha la tête, ses aiguilles à tricoter claquant doucement. « On aime les histoires simples, Dolly. Et l'histoire la plus simple est souvent la mauvaise. » Madame Bantry s'arrêta net. « Mais c'est insupportable. » Le colonel Melchett lui-même était de nouveau là ce matin, posant à Arthur question après question où il était, qui il avait vu s'il connaissait la jeune fille. Arthur devint tout rouge, je vous l'assure. Il jura ne l'avoir jamais vue. Mais, Jane, je voyais bien que Melchett doutait de lui. C'est là toute la difficulté d'une bibliothèque, observa Miss Marple avec douceur. C'est un lieu si improbable pour un corps qu'on pense immédiatement qu'il a été choisi délibérément. Et si c'est délibéré, qui est plus susceptible que le maître des lieux? Madame Bantry se tord les mains. Exactement. Oh, c'est trop cruel. Et Arthur est si innocent, si terriblement innocent, qu'il ne pourrait pas se défendre de manière convaincante s'il essayait. Miss Marple adressa un sourire aimable à son amie. Ne vous inquiétez pas. La vérité finit toujours par se révéler, malgré les bavardages. L'innocence d'Arthur ne sera pas établie par les ragots. À ce moment-là, Sylvia Bantry entra dans la pièce pâle et inquiète. « Maman, dit-elle avec hésitation, l'inspecteur Slack veut parler à Peter. Il dit qu'il doit venir au manoir immédiatement. »
Madame Bantry poussa un petit cri. Peter. Mais qu'est-ce que Peter a à voir là-dedans? Sylvia secoua la tête d'un air malheureux. Je ne sais pas. Seulement qu'il était à Londres la semaine dernière, et l'inspecteur semble croire qu'elle a interrompu sa conversation, les lèvres tremblantes. Miss Marple posa son tricot et regarda pensivement sa mère puis sa fille. « Londres » répéta-t-elle doucement. « Oui, c'est intéressant. » Moins d'une heure plus tard, Peter Soames était arrivé, l'air indigné. Grand jeune homme au teint rougeau et à la prétention prétentieuse, il n'était pas homme à prendre les questions à la légère. « Je vous le dis. » Déclaration au colonel Melchett qui avait rejoint Slack à la bibliothèque. « Je ne sais absolument rien de cette fille. » « Rien. Oui, j'étais à Londres. Oui, j'ai fréquenté une boîte de nuit ou deux avec des amis. Et alors? La moitié des jeunes hommes en Angleterre font pareil. Ça ne prouve rien. » Slack se pencha en avant avec délectation. Et pourtant, elle était habillée pour une boîte de nuit, n'est-ce pas? Robe de soirée, perles bon marché, visage peint. Une fille comme ça, hein? Allons, monsieur, autant admettre que c'est vous qui l'avez amenée ici. Certainement pas. Tonne à Peter. L'idée est absurde. Miss Marple, assise tranquillement dans un coin, aurait pu passer pour une parente inaperçue. Elle observait le visage rouge du jeune homme, le bref regard qu'il jetait sur Sylvia et la façon dont sa main se crispait sur le dossier d'une chaise. Elle observait Sylvia elle-même, tordant son mouchoir et évitant le regard de sa mère. La nature humaine, songea-elle, était rarement simple, mais elle était souvent révélatrice. Le colonel Melchett intervint plus raisonnablement. « Personne ne vous accuse encore, Soames, mais il faut établir les faits. Vous étiez à Londres. Elle avait un billet pour Londres. Vous voyez sûrement le lien. » Peter prit une inspiration brusque. « Coïncidence, c'est tout. Je n'ai absolument rien à voir avec elle. Et si tu penses que je mettrais en péril mes fiançailles avec Sylvia avec une danseuse, tu te trompes lourdement. » Sylvia tressaille comme frappée. Le regard de Miss Marple s'attarda encore un instant sur elle, avant de se replonger dans son tricot. L'entretien s'est terminé sans grand résultat, hormis les protestations indignées de Peter. Mais pour les villageois de St. Mary Mead, c'était suffisant. Ce soir-là, les langues se délièrent avec une vigueur renouvelée. Au Blue Boar, ils ont dit qu'il avait presque tout avoué. Il a été vu à Londres. Vous savez, un jeune homme est facilement égaré. Pauvre Sylvia. J'ai toujours pensé qu'elle avait l'air trop fragile pour lui. Miss Marple, rentrant chez elle sous les longues ombres du soir, écoutait sans paraître entendre. Elle captait des bribes chez le marchand de légumes, des murmures à la porte de l'église, des murmures le long des haies. Chaque récit était embelli, exagéré et modifié, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien de vrai. Mais Miss Marple ne s'intéressait pas aux histoires brodées. Elle s'intéressait aux coutures simples qui se cachaient en dessous. La bibliothèque fut choisie comme lieu de découverte du corps. Un billet de bus pour Londres dans le sac de la jeune fille, un fiancé dont les déplacements coïncident trop précisément. Tels étaient les éléments qui avaient éveillé les soupçons envers Peter Soames. Mais Miss Marple, avec sa douceur presque contrite, se rappela que la solution évidente était rarement la bonne. La police était impatiente de conclure l'affaire par une conclusion claire et nette. Un jeune homme, une londonienne, un rendez-vous qui a mal tourné. Mais les aiguilles de Miss Marple claquaient sans cesse, chacune cousant une autre pensée silencieuse. Les gens étaient rarement soignés. Leurs motivations s'en mêlent comme des fils dans un panier, et ce n'est qu'en démêlant les fils un par un que l'on pouvait trouver la véritable origine. Lorsqu'elle atteignit son cottage, le crépuscule était tombé, et les lampes aux fenêtres du village brillaient comme des yeux vigilants. Miss Marple alluma son propre feu, mit la bouilloire à bouillir et s'installa dans son fauteuil. Elle entendait le bavardage lointain de voix à l'extérieur, encore bourdonnant de spéculations, mais elle ne se laissa pas emporter. Cette mort était bien plus qu'un rendez-vous ou un scandale. Bien plus. Et même si les villageois s'empressent de condamner Peter Soames, même le pauvre Arthur Bantry, Miss Marple sentait au plus profond d'elle-même que le véritable coupable évoluait encore, discrètement sans méfiance parmi eux. Le 3e jour après la découverte, le ciel était gris et brumeux, comme si le village lui-même s'était lassé de ses propres ragots. Pourtant,
Derrière chaque fenêtre au rideau de dentelle de St. Mary Mead, les spéculations continuent sans relâche. L'inspecteur Slack avait clairement indiqué que Peter Soames restait l'homme à surveiller, et les langues circulaient librement sur ses prétendues escapades londoniennes et sur le genre de femme qui avait pu le suivre à la campagne. Miss Marple, cependant, ne se laissa pas convaincre aussi facilement. Assise dans son salon bien rangé, elle disposa son tricot à côté d'elle et passa en revue, à sa manière calme, les informations qu'elle avait recueillies. Aux yeux d'un passant, elle reflétait parfaitement la sérénité familiale, mais ses pensées fusaient avec agilité, à la manière des moineaux picorant les miettes sur le mur de son jardin. Les Bantry, elle le savait, souffraient cruellement de la suspicion du village. Le colonel Bantry, honnête et fanfaron, s'était enfermé dans son bureau, tandis que la pauvre Dolly s'agitait dans la maison, comme incapable d'échapper aux murmures accusateurs qui lui parvenaient même à travers les murs de Gossington Hall. Sylvia s'accrochait désespérément à Peter, bien que ses propres doutes la rongent visiblement. Mais Miss Marple repensait sans cesse à un détail concernant l'apparence de la jeune fille, des perles bon marché, une robe de soirée criarde, un visage peint. Et pourtant, comme Dolly l'avait remarqué, elle était restée allongée là presque comme si elle avait été arrangée. Ce mot resta délibérément gravé dans la mémoire de Miss Marple. Ce même matin, Dolly téléphone, la voix tremblante. « Jane, veux-tu venir au manoir? Il fouille à nouveau la bibliothèque. Et je ne supporte pas d'être seule pendant qu'il fouille les livres d'Arthur. Je sais que c'est nécessaire, mais cela me paraît si épouvantable. » Miss Marple, toujours obligeante, remonta l'allée familière d'un pas mesuré et trouva la maison inhabituellement silencieuse à son arrivée. L'inspecteur Slack guidait 2 agents à travers la bibliothèque, leurs bottes laissant de légères traces sur le tapis où le corps avait été découvert. « J'ai peur qu'on ait raté quelque chose », murmura Slack en la voyant. « Ces affaires sont toujours dans les détails. Je parie qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous mènera directement à ce type. » Le regard de Miss Marple, doux et modeste, parcourut les étagères, le bureau, les lourds rideaux tirés, pour laisser entrer la lumière brumeuse. C'était une bibliothèque anglaise, mais désormais souillée par l'ombre de la mort. L'un des agents souleva une chaise et quelque chose de petit glissa au sol avec un léger tintement. Slack se baissa, le récupéra et le tint entre ses doigts épais. Et voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? Une épingle à cheveux. C'était en effet une épingle à cheveux ordinaire, bon marché, légèrement recourbée à l'extrémité. Slack la rangea avec l'air d'un homme qui vient de résoudre la moitié du mystère. Elle lui appartenait sans aucun doute. Ce genre de fille laisse toujours tomber des choses. On va la faire expédier, même si j'ose dire qu'elle ne prouve rien que nous ne savions déjà. Miss Marple ne dit rien. Son regard avait suivi l'épingle à cheveux de près. Mais ce n'était pas l'épingle elle-même qui l'intéressait. C'était plutôt la légère marque sur le tapis, là où la chaise avait été posée. Elle était trop nette, trop précise, presque comme si la chaise n'avait pas bougé depuis longtemps. Et pourtant le tapis portait une empreinte légèrement décalée, comme si la chaise avait été déplacée, puis remise en place, pas tout à fait à sa place. Le regard de Miss Marple s'attarda là. Pour la plupart, il aurait été invisible. Mais elle avait passé sa vie à observer la façon dont on déplaçait les meubles dans les salons, ou l'insouciance avec laquelle une femme de ménage replaçait une décoration sur la cheminée. On pensait rarement à ces choses-là, mais Miss Marple, signe Dolly qui rôdait à proximité, se tordait les mains. « Jane, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Une pauvre fille morte. Et maintenant, ils fouillent comme s'ils allaient trouver un mot expliquant tout. Je ne peux pas supporter de regarder le tapis sans l'avoir étendu là. » Miss Marple lui tapota doucement le bras. « Oui, Dolly, c'est affreux. Mais parfois, la moindre petite chose, une épingle à cheveux tordus ou une chaise mal placée, peut nous en dire plus qu'on ne l'imagine. » Plus tard, tandis que Slack continuait à aboyer des ordres, Miss Marple s'excusa et se dirigea vers le couloir. Elle y rencontra Sylvia, pâle et agitée. Le regard de la jeune fille se posa nerveusement sur la porte close de la bibliothèque. « C'est horrible, Miss Marple, » murmura Sylvia. « Chaque fois que je passe devant, je pense à elle allongée là comme si elle était sortie de nulle part. »
Et Peter dit qu'il ne l'a jamais connue. Mais comment en être sûr? Elle avait un billet pour Londres, et il était à Londres. Tout le monde le dit. Le ton de Miss Marple était bienveillant. Il est naturel d'être affligé, ma chère. Mais la vérité est rarement aussi simple que le laissent entendre les ragots. Sylvia pressa son mouchoir contre ses lèvres. J'ai envie de le croire. Vraiment. Mais quand l'inspecteur Slack le regarde ainsi, j'ai l'impression qu'il est coupable. Le regard de Miss Marple s'adoucit. On a souvent l'air coupable quand on a peur, même quand on est innocent. Je l'ai souvent vu. Ce n'est pas l'expression qui compte, mais ce qui se cache derrière. Cet après-midi-là, Miss Marple retourna à son cottage, l'esprit fixé sur la chaise déplacée et la faible empreinte sur le tapis. Une petite chose, certes. Pourtant, c'est précisément dans ces petites choses que se cachait la vérité. Elle se servit une tasse de thé, puis s'assit à son tricot. Le cliquetis de ses aiguilles rythmait ses pensées. La jeune fille avait été amenée là délibérément, elle en était convaincue. Mais par qui et pourquoi? Dans la bibliothèque des Bantry, qui plus est. Le bavardage des villageois résonnait devant sa fenêtre. Mais Miss Marple guettait quelque chose de plus discret, de plus subtil. Une note cachée dans la musique de la folie humaine, comme un fil conducteur dans un hymne. Et elle avait trouvé, pensa-t-elle, le premier fil conducteur. L'épingle à cheveux n'était rien. La chaise déplacée était quelque chose. Pas encore assez pour en parler. Pas assez pour convaincre le colonel Melchet, ni même Dolly Bantry, mais assez pour réveiller l'esprit vif de Miss Marple. Elle sourit faiblement en posant son tricot. La nature humaine, songea-elle, se trahit toujours, même dans les meubles et les tapis. La question n'était plus de savoir si la jeune fille était morte dans la bibliothèque. Miss Marple commençait à en douter. Mais pourquoi quelqu'un avait choisi de le faire croire ainsi? Et dans cette question, elle en était certaine, résidait la clé du mystère du fantôme de la bibliothèque. Les jours suivants accentuèrent le malaise qui régnait à St. Mary Mead. Le village s'était toujours enorgueilli de son air de tranquillité, mais cette tranquillité n'était plus possible. La présence d'un corps, même celui d'un inconnu, avait perturbé le vernis de respectabilité soigneusement poli qui protégeait ses habitants des vérités les plus profondes. Au fil de son enquête, l'inspecteur Slack découvrit non seulement des suspects, mais aussi des secrets. Et dans un endroit comme St. Mary Mead, les secrets étaient aussi nombreux que les roses en juin. Miss Marple observait tout cela avec sa quiétude habituelle. Elle n'était jamais du genre à forcer les confidences, mais celle-ci, elle le savait bien, lui tombait souvent dessus sans qu'elle les y ait invitées. On aimait lui parler, on aimait être pris en pitié, conseillé ou réconforté. Et en parlant, on trahissait bien plus qu'on ne le pensait. À l'épicerie, par exemple, Madame Price Ridley discourait devant un auditoire captivé. J'ai entendu dire de sources sûres que la jeune fille connaissait bien le quartier. Oh non, on l'avait déjà vue au Blue Bar, je crois. Quelqu'un avait dit qu'elle cherchait des nouvelles d'un homme fortuné. Eh bien, tout s'explique, n'est-ce pas? Miss Marple, attendant que son beurre soit emballé, leva doucement les yeux. On s'invente parfois des connaissances pour paraître plus important, remarqua-t-elle. Je l'ai souvent remarqué. Surtout les jeunes femmes. Madame Price Ridley renifla. C'est possible. Mais je ne serais pas surpris qu'elle ait une liaison avec l'un des officiers de la caserne. Ils sont toujours des voyous. La remarque fut emportée comme une plume par le vent, et dans l'après-midi, elle s'était transformée en une histoire de rencontre clandestine et d'un jeune officier séduisant. Slack, l'ayant entendu de seconde main, perdit une précieuse demi-journée à arpenter la caserne pour ne revenir qu'avec une liste de lieutenants déconcertés. Pendant ce temps, Madame Bantry faisait les frais des insinuations. Les rumeurs commençaient à s'amplifier, laissant entendre que l'honneur d'Arthur Bantry n'était finalement pas si irréprochable. Dolly, malgré son courage, devenait de plus en plus hagarde sous la pression. « C'est ignoble, Jane, dit-elle un soir en visite chez Miss Marple. Ils ne lâcheront rien. Tous les voisins que je croise ont ce regard. Celui qui dit qu'il se pose des questions. Arthur rougit et fanfaronne, mais cela ne fait que les convaincre davantage. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je mets le pied dehors, les yeux du village sont braqués sur moi. » Miss Marple lui tapota doucement la main. « Oui, Dolly,
Les gens aiment imaginer le pire. C'est réconfortant pour eux, ça atténue leurs petits péchés. Mais n'oubliez pas, c'est dans leur nature de commérage. Ils n'ont pas le pouvoir de dire la vérité. Le colonel Bantry lui-même fit irruption dans la pièce à ce moment-là, rouge et furieux. « Bon sang, Dolly, je ne laisserai pas mon nom traîner dans la boue par une bande de vieilles femmes et d'imbéciles. » Slack n'arrête pas de faire des allusions. Melchett prend un air grave, et chacun d'eux me prend pour un débauché. Je récupérerai mon honneur, parbleu, même s'il le faut. Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement lorsqu'elle l'interrompit de son ton le plus doux. « J'en suis sûr, Arthur. Mais l'honneur, je trouve, est un peu comme un pudding. Il prend son temps. Un peu de patience est souvent nécessaire. » Arthur Bantry s'apaisa, déconcerté mais légèrement réconforté, tandis que Dolly lançait un regard de gratitude à son ami. Pourtant, tandis que Miss Marple apaisait les Bantry, elle rassemblait discrètement des informations d'un autre genre. Elle avait observé la nervosité de Sylvia à chaque fois que le nom de Peter était mentionné. Elle avait remarqué la façon dont Peter lui-même évitait son regard dans les moments de tension. Il y avait une tension entre eux. Non pas le réconfort facile d'un amour naissant, mais la tension fragile de la peur. La situation culmina 2 soirs plus tard au presbytère, où plusieurs villageois s'étaient réunis sous prétexte de comité paroissial. Les hymnes et les fêtes des moissons furent vite oubliés, la conversation s'orientant inévitablement vers le mystère de la bibliothèque. Bien sûr, la jeune fille n'était pas meilleure qu'elle ne le devrait, déclara Madame Price Ridley. Je ne serais pas surprise que le chantage soit à l'origine de tout cela. À ces mots, Peter Soames, qui avait accompagné Sylvia, s'agita visiblement. « Ça est scandaleux !» s'exclama-t-il. « Vous parlez comme si vous la connaissiez. Je vous assure qu'aucun de nous ne la connaissait. Ce n'était qu'une intruse. » Sylvia lui toucha le bras avec désespoir. « Peter, s'il te plaît. » Mais il repoussa sa main d'un haussement d'épaule, le visage en feu. « Pourquoi insistez-vous pour me mêler à tout ça? Je l'ai dit à l'inspecteur une 12aine de fois, je n'ai jamais vu cette fille. Je ne lui ai jamais parlé. Je n'ai jamais eu affaire à elle. » La pièce se tut devant la violence de son éclat. Tous les regards se tournèrent vers lui, puis vers Sylvia, pâle et tremblante. Ce fut Miss Marple qui rompit le silence d'une légère toux. « Mon Dieu, dit-elle doucement, comme cela doit être difficile pour vous deux. Les gens peuvent être si cruels. Mais on ne peut pas toujours faire taire les ragots en criant. Ça ne fait que les rendre plus forts, je trouve. » Ces paroles, prononcées de cette voix douce et tremblante, auraient pu paraître anodines. Pourtant, Peter rougit d'un rouge plus intense, et les yeux de Sylvia se remplirent de larmes. Miss Marple les observa en silence, emmagasinant leurs réactions comme elle aurait accumulé de la laine à tricoter pour un futur modèle. Ce soir-là, rentrant chez elle sous les étoiles, Miss Marple réfléchit à ce qu'elle avait vu. Des tensions sourdes, mais réelles, existaient, et ces tensions dissimulaient des motivations bien plus puissantes que ne le soupçonnait l'inspecteur. Mais d'autres secrets se cachaient en marge de l'enquête. Madame Hartnell avait fait allusion à des pertes financières en investissement. Le vieux monsieur Pritchard, d'ordinaire si jovial, avait été aperçu arpentant les ruelles, le front troublé, et cette femme de chambre nerveuse de Gossington Hall, celle qui avait haleté à l'arrivée de l'inspecteur, avait été discrètement renvoyée de son service, renvoyée dans sa famille, dans le comté voisin. Renvoyée, comme Dolly l'admet à contre-cœur, pour en savoir trop. Ce soir-là, Miss Marple était assise près du feu, ses aiguilles étincelant à la lumière de la lampe. La nature humaine, se rappelait-elle, est comme un écheveau emmêlé. Il faut être patient, démêler chaque nœud sans casser le fil. La jeune fille de la bibliothèque était encore une inconnue. Mais déjà, dans le miroir de sa mort, le village de St. Mary Mead a révélé son vrai visage. Et Miss Marple, avec son regard perspicace et ses manières douces, observait chaque lueur de ce reflet. C'est au matin du 5e jour que l'affaire prend sa tournure la plus surprenante. Jusque-là, les rumeurs s'étaient concentrées sur la bibliothèque des Bantry, la mystérieuse jeune femme, et l'ombre des soupçons qui pesaient d'abord sur Arthur Bantry, puis sur Peter Soames. Mais le village allait être à nouveau secoué, car une nouvelle découverte était faite, plus dramatique cette fois-ci que la première.
La nouvelle tomba peu après le petit déjeuner, portée à bout de souffle par le garçon boucher, qui abandonna complètement sa tournée pour la répandre. En milieu de matinée, tout le village savait qu'un deuxième corps avait été retrouvé. Miss Marple l'apprit d'abord par sa femme de chambre, Florence, qui entra précipitamment dans le salon, les yeux écarquillés. « Oh, madame, on dit qu'il y en a un autre. » Près de la carrière, juste derrière le bosquet. Un jeune homme cette fois. Miss Marple posa sa tasse de thé avec précaution. « Un autre corps, Florence. Mon Dieu, c'est très inquiétant. » Inquiétant, en effet. Moins d'une heure plus tard, le colonel Melchett avait confirmé qu'un jeune homme inconnu des villageois avait été retrouvé gisant au fond de la carrière désaffectée. Contrairement à la jeune fille de la bibliothèque, sa mort portait des traces évidentes de violence. Il présentait une profonde entaille à la tempe, signe d'un coup violent. On ne savait pas s'il était tombé ou s'il avait été poussé. L'inspecteur Slack, la poitrine gonflée par l'importance du moment, marchait à grands pas, déclarant que cela prouvait sa thèse. « 2 d'entre eux !» s'exclama-t-il au sanglier bleu. La jeune fille et son amoureux. Tout est clair maintenant. Une dispute amoureuse. Voilà ce que c'était. Elle le suit depuis Londres. Ils se disputent, elle le menace, il la réduit au silence, puis quelqu'un d'autre, peut-être un rival, le fait à sa place. Tout concorde, mais pour Miss Marple, qui arpentait tranquillement les ruelles, cela ne collait pas du tout. La nature humaine se déroule rarement de manière aussi ordonnée. 2 corps en l'espace d'une semaine, chacun inconnu du village, et pourtant chacun découvert dans un lieu intimement lié à celui-ci. Coïncidence. Miss Marple n'avait jamais été friande de coïncidences. À Gossington Hall, Dolly Bantry était au bord du gouffre. « Jane, qu'allons-nous devenir? D'abord la pauvre fille de notre bibliothèque. Et maintenant ça. On dira que la campagne est aussi dangereuse que Whitechapel. » Arthur Bantry, le visage sévère, murmurait des incompétences policières. Sylvia s'accrochait silencieusement à Peter, dont le malaise n'avait fait que croître. Il avait été interrogé à nouveau, plus durement cette fois, sur son séjour à Londres, et il en était profondément irrité. Miss Marple, perchée au bord d'un fauteuil, le regardait avec une légère sympathie. « Cela doit être très éprouvant pour vous, monsieur Soames. Être interrogé à répétition, je veux dire. Pourtant, on ne peut guère en vouloir à la police. Elle doit tout examiner. » Peter fronça les sourcils. « Il ferait mieux de chercher ailleurs. Je leur ai dit la vérité. S'ils ne la voient pas, c'est leur faute. » Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. « Oui, bien sûr. La vérité a tendance à être négligée quand on préfère une histoire plus palpitante. » Sylvia la regarda avec gratitude, même si ses yeux restèrent troublés. Cet après-midi-là, Miss Marple se rend à la carrière. La police avait bouclé la zone, mais elle fut autorisée à s'y promener, sa silhouette discrète attirant peu l'attention. Elle s'arrêta à la lisière du bosquet, contemplant pensivement le sentier accidenté qui menait au fond de la carrière. Il était envahi par la végétation, mais pas impraticable. Le sol portait les marques de nombreux coups de bottes des policiers, bien sûr, mais peut-être aussi d'autres, plus tôt. Le colonel Melchett s'approcha, les sourcils froncés. « Quelle sale affaire, Miss Marple. D'abord la fille, maintenant ce type. Slack pense qu'ils étaient liés. Êtes-vous d'accord ?» Miss Marple hésita délicatement. « C'est possible, bien sûr. Mais j'ai souvent constaté que lorsque 2 événements semblent liés, la vérité est parfois tout autre. L'un peut servir à masquer l'autre. » Melchett lui lança un regard perçant. « Tu veux dire que c'est une diversion ?» Elle sourit faiblement. « La nature humaine est très ingénieuse, colonel. Quand on cherche à cacher quelque chose, on le fait rarement en atténuant le drame. On l'envenime. Une querelle, un scandale, voire un autre crime peuvent très efficacement détourner l'attention. » Melchett ne semblait pas convaincu, mais il la respectait suffisamment pour ne pas rejeter ses paroles. Pendant ce temps, les villageois s'emparaient de ce nouveau développement avec une joie insensée. Madame Price Ridley le qualifia de repère de vice et d'immoralité et parla sombrement d'une bande criminelle opérant depuis Londres. La femme du pasteur suggéra que le jeune homme devait être le frère de la jeune fille, pour la poursuivre. Et mademoiselle Hartnell, avec un reniflement triomphant,
proclama qu'elle avait toujours dit que Peter Soames fréquentait de mauvaises fréquentations. Ce soir-là, au Sanglier Bleu, les spéculations atteignirent leur paroxysme. Certains affirmaient que la carrière était hantée, d'autres que des contrebandiers étaient revenus dans le quartier. Un fantasque prétendait qu'il s'agissait de l'œuvre d'un fou qui s'en prenait aux étrangers. Miss Marple, sirotant son chocolat chez elle, pensait autrement. Elle repensa à la chaise déplacée dans la bibliothèque des Bantry, au déplacement délibéré du corps de la jeune fille, et maintenant à ce second décès dans la carrière. Les deux corps avaient été retrouvés dans des endroits qui ne reflétaient pas le hasard, mais un choix. Quelqu'un voulait qu'ils soient retrouvés, et voulait qu'il le soit par des moyens trompeurs. Le lendemain apporte de nouvelles révélations. Les poches du jeune homme n'avaient rien rapporté d'autre qu'un talon de billet de train, également de Londres, et un reçu froissé d'un bureau de tabac de Paddington. Pas de lettres, pas de papier d'identité, rien qui permette de le relier par son nom. L'inspecteur Slack triomphait. Et voilà, ils sont descendus ensemble. Des Londoniens, une dispute. Peut-être de la jalousie, peut-être du chantage. Il l'a tué, quelqu'un d'autre l'a tué. Parfaitement. Miss Marple murmura poliment, mais ses pensées étaient ailleurs. La netteté, elle le savait, était rarement le signe distinctif de la vérité. Les êtres humains laissaient des traces d'irrégularité partout où ils allaient. La seule netteté résidait dans les mensonges qu'ils préféraient pour les masquer. À la tombée de la nuit, Miss Marple arpentait l'allée de son jardin, la brume ondulant parmi les rosiers. Deux inconnus, une fille et un jeune homme tous deux morts, leurs billets pour Londres en poche. Leurs corps déposés non pas là où ils étaient tombés, mais là où ils dérangèrent le plus. Elle s'arrêta, écoutant le léger bruissement des feuilles. Il y avait là un motif, faible mais perceptible. Une toile se tissait non pas par hasard, mais par intention. Et bien que le village racontait des querelles d'amoureux et des gangsters, Miss Marple soupçonnait quelque chose de bien plus domestique, de bien plus ordinaire et donc de bien plus dangereux. Le fantôme de la bibliothèque, pensait-elle, projetait une ombre plus longue que quiconque ne l'imaginait. Et la vérité, bien que cachée, se rapprochait de plus en plus. Le village n'était plus seulement agité maintenant qu'il était divisé. Deux corps, tous deux étrangers, et aucun n'ayant de lien apparent avec St. Mary Mead. Pourtant, les soupçons commençaient à se porter, comme toujours, sur les plus proches. Arthur Bantry restait dans l'ombre, sa femme le défendant obstinément contre les calomnies chuchotées. Peter Soames, toujours au centre des interrogatoires de l'inspecteur Slack, devient chaque jour plus furieux et plus sur la défensive. Et Sylvia, prise entre sa loyauté et ses doutes, semblait prête à craquer sous la pression. Miss Marple, tricotant tranquillement près de sa fenêtre, voyait les fils plus clairement que quiconque. Elle avait passé sa vie à observer les folies et les échappatoires de la nature humaine, et elle connaissait les signes de dissimulation. Ce qu'elle n'avait pas encore discerné, c'était le but derrière tout cela. Deux corps signifiaient deux histoires, mais laquelle était authentique et laquelle était un masque? Le soir du 6e jour, elle accepta une invitation à dîner au presbytère. Le pasteur et son épouse, deux âmes charitables, pensaient qu'une réunion de voisins pourrait apaiser les tensions et rétablir un semblant de normalité. À cette fin, ils avaient invité Peter Soames et Sylvia, ainsi que le colonel Melchett, l'inspecteur Slack et même Madame Price Ridley, qui n'appréciait rien tant que de présider un scandale villageois en position de supériorité morale. Miss Marple arriva vêtue de son plus beau châle de dentelle noire, son sac à tricot sous le bras. Elle parla peu pendant la soupe, mais ses yeux pétillèrent de bonté vers Sylvia, et elle posa à Peter les questions les plus innocentes sur son récent voyage à Londres. Il s'énerva presque aussitôt. C'était une affaire, dit-il précipitamment. Une affaire avec un avocat, rien à voir avec ça. Il s'arrêta net, le fusillant du regard comme s'il mettait quiconque au défi de le contredire. Miss Marple hocha simplement la tête. Comme ces notaires londoniens peuvent être pénibles. Des salles d'attente toujours aussi épouvantables. Je me souviens avoir attendu 1 heure à côté d'une jeune femme complètement agacée. Elle n'arrêtait pas de laisser tomber ses gants, la pauvre, et de faire tourner ses perles entre ses doigts. Sylvia laissa échapper un petit hoquet,
et la main de Peter tressauta, renversant une goutte de vin sur le torchon. Miss Marple murmura des excuses pour sa digression et retourna à sa soupe. Les autres, plus absorbés par leur conversation, le remarquèrent à peine. Mais les yeux de Sylvia étaient écarquillés de peur, et Peter resta assis, raide, la mâchoire serrée. Tout au long du dîner, Miss Marple joue son rôle à la perfection. Elle n'accusa jamais, n'insista jamais, n'éleva jamais la voix. Elle parlait plutôt de broutilles, comme on s'emporte pour des broutilles, comme les querelles naissent souvent des plus insignifiants malentendus. « Eh bien, dit-elle doucement à un moment donné, j'ai connu un couple qui s'est disputé si violemment pour un billet de train qu'ils ne se sont plus jamais adressé la parole. C'est curieux comme le voyage peut déstabiliser les gens. Un billet, après tout, n'est qu'un petit bout de papier. Et pourtant il contient tant de choses sur les lieux où l'on est allé, où l'on a l'intention d'aller, et parfois même là où l'on n'a rien à faire. » Le colonel Melchett lui adressa un sourire indulgent. Slack murmura que les vieilles dames parlaient trop. Mais Peter Soames repoussa sa chaise si brusquement que Sylvia le saisit par la manche. « Peter, je t'en prie, » murmura-t-elle. Il se rassit, mais son visage était devenu pâle. Miss Marple s'occupait de son tricot, le léger claquement de ses aiguilles emplissant le silence. Après le repas, tandis que les messieurs s'attardaient avec du porto et que les dames se retrouvaient dans le salon, Miss Marple parvint à s'asseoir à côté de Sylvia. « Ma chère, dit-elle doucement, ne te fais pas tant de soucis. Je vois bien que ça te pèse. Parfois, il vaut mieux se confier un peu, tu sais. Les secrets sont comme de lourds colis qu'on finit par se lasser de porter seul. » Sylvia se mordit la lèvre jusqu'à la faire trembler. « Je n'en sais rien, Miss Marple. Vraiment. Seul Peter était dans cet état à son retour de Londres. Il avait dit que c'était juste pour affaire, mais il était pâle et agité, et voilà ce qui arriva. La fille de la bibliothèque, et maintenant l'homme de la carrière. Comment est-ce une coïncidence? Miss Marple lui tapota la main. Les coïncidences sont une chose bien compliquée, ma chère. Quand les choses paraissent trop simples, elles sont rarement vraies. Mais il faut observer attentivement le comportement des gens sous pression. Cela en dit long. La porte s'ouvrit alors et Peter apparut, les sourcils froncés. « Sylvia, es-tu prête? On devrait y aller. » Elle se leva aussitôt, mais son regard chercha celui de Miss Marple, la suppliant silencieusement. Miss Marple lui sourit gentiment en retour, comme pour lui promettre une compréhension sereine. Après leur départ, le colonel Melchett s'approcha de Miss Marple d'un air penaud. « Vous les essayez, n'est-ce pas? Vous leur tendez des pièges dans votre conversation. Je l'ai bien compris. » Miss Marple secoua doucement la tête. « Oh non, colonel, je ne prends jamais de pièges. Je parle simplement de choses ordinaires. Les gens ne peuvent s'empêcher de se révéler en réponse. Un billet de train, une paire de perles, une dispute amoureuse, ce sont des choses du quotidien. Mais c'est la façon dont on y réagit qui compte. » Melchett l'observa un instant de plus. « Quoi que tu fasses, ça a déstabilisé le jeune Soames. Slack est peut-être un imbécile, mais je commence à croire qu'il a raison à propos de ce type. » Miss Marple se pencha sur son tricot. « Peut-être, colonel, mais parfois, celui qui paraît le plus perturbé n'est pas coupable du plus grand crime. Il ne faut pas l'oublier. » Cette nuit-là, dans son cottage, Miss Marple réfléchissait à la soirée. Peter Soames l'avait trahi. Quelque chose, peur, culpabilité, peut-être même mensonge. Sylvia avait révélé ses propres doutes, sa loyauté craquant sous la pression. Pourtant, l'instinct de Miss Marple lui disait que Peter n'était pas le véritable coupable, du moins pas comme la police l'imaginait. Sa culpabilité, si elle existait, était d'une autre nature. Son esprit revient à la chaise déplacée dans la bibliothèque des Bantry, à la jeune fille si soigneusement disposée, au jeune homme mort dans la carrière. Elle vit, tandis qu'elle tricotait, la vague esquisse d'un motif se dessiner. Des fils se croisaient, des nœuds se formaient, des couleurs émergeaient, là où auparavant il n'y avait que confusion. Elle posa enfin ses aiguilles et regarda le feu. La nature humaine, pensa-t-elle, était toujours la même, de la plus petite querelle villageoise au crime le plus grave. On mentait, on dissimulait, on s'en prenait à tout. Mais ce faisant, on révélait toujours plus qu'on ne le pensait. Et bientôt, très bientôt, la vérité sur le fantôme de la bibliothèque
allait également se révéler. Il ne restait plus qu'à observer et à attendre le dernier faux pas qui masquerait enfin le meurtrier. Le 8e jour s'annonça calme et froid, une brume rasant les prés, étouffant à la fois le bruit et la vue. Pour beaucoup à St. Mary Mead, le village lui-même semblait retenir son souffle, attendant une issue à la sombre affaire qui avait tant perturbé leur vie. Et ce fut ce jour-là, discrètement et sans fanfare, que Miss Marple décida que le moment était venu de parler. Elle commença, comme toujours, par quelque chose de parfaitement ordinaire. Après le petit déjeuner, elle rendit visite à Madame Bantry qui l'accueillit d'un air las. L'énergie de Dolly, autrefois débordante, avait été épuisée par des jours de suspicion, de murmures et de nuits blanches. « Oh, Jane !» soupira-t-elle. « Je ne peux plus supporter ça un jour de plus. Arthur dit qu'il se fiche de ce que les gens pensent, mais je sais que c'est le cas. Sylvia est à moitié hors d'elle, tandis que Peter devient de plus en plus insupportable d'heure en heure. Slack souffle comme un coq, et Melchett fronce les sourcils à me donner envie de le secouer. Ça ne peut plus durer. » Miss Marple joignit calmement les mains sur ses genoux. « Ce n'est pas nécessaire, Dolly. Il est temps de mettre les choses au clair. » Dolly cligna des yeux. « Tu veux dire que tu sais ?» Les yeux de Miss Marple pétillèrent doucement. « Je crois bien. Du moins, j'en ai vu assez pour en être certaine. Mais ce n'est pas à moi d'annoncer quoi que ce soit dans les salons. Il faut que le colonel Melchett soit mis au courant officiellement. » Et ainsi tout fut arrangé cet après-midi-là, dans la bibliothèque de Gossington Hall, la pièce même où tout le mystère avait commencé. Le colonel Melchett arriva, suivi de l'inspecteur Slack, grave et attentif, de Peter et Sylvia, impatients et méprisants, d'Arthur Bantry, pâle et inquiet, de Dolly la fanfaronne, et de Madame Price Ridley, qui avait réussi à être présente, bien que personne ne l'ait invitée. Miss Marple était assise tranquillement dans son fauteuil habituel, ses aiguilles à tricoter claquant doucement. Une fois la compagnie installée, elle leva la tête et parla d'une voix douce et tremblante. « J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Il m'a d'abord semblé fort curieux que le corps de la jeune fille soit découvert dans la bibliothèque des Bantry, car de telles choses n'arrivent ni dans les bibliothèques ni dans les villages respectables comme le nôtre. Qu'elle y ait été déposée délibérément m'est apparu dès le début. » Slack renifla. « Placez-la, n'importe quoi. Elle est morte là. » Miss Marple le regarda avec douceur. « Mais elle ne tomba pas, inspecteur. Il y avait la marque des amis, vous vous souvenez. La chaise qui avait été déplacée et remise en place n'était pas exactement à sa place. Quelqu'un a déplacé des meubles après qu'elle y ait été déposée. Ce n'est pas un accident. » Le colonel Melchett se pencha. « Vous voulez dire que le corps a été amené ici, d'ailleurs. »« Exactement, » dit Miss Marple. « La pauvre fille n'est pas morte dans cette bibliothèque. Elle est morte ailleurs, et on l'a emmenée ici pour jeter le doute sur les Bantry. Le choix d'un lieu aussi dramatique n'était pas fortuit. » Un murmure parcourt la pièce. Arthur Bantry se redressa, ses couleurs revenant. Dolly prend la main de Miss Marple avec gratitude. « Mais pourquoi ?» demanda Melchett. « Pourquoi se donner tant de mal ?» Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. « Parce que le meurtrier voulait vous distraire. Et rien ne distrait autant que le scandale. Si une fille peinte était retrouvée dans la bibliothèque des Bantry, le village ne parlerait plus que de ça. Et c'est exactement ce qui arriva. »« Alors qui était-elle » demanda Sylvia d'une voix tremblante. Miss Marple la regarda avec douceur. « Une jeune femme londonienne, je crois. Habituée à ces établissements où l'on offre danse et compagnie contre rémunération. Cela explique les perles bon marché. La robe voyante et l'absence de pièces d'identité respectables. Elle avait été engagée pour venir ici dans un but précis. » Peter Soames sursauta violemment. « C'est absurde. Pourquoi quelqu'un le ferait-il » Il s'arrêta net, la voix brisée. Miss Marple tourna vers lui son regard doux. « Parce que, monsieur Soames, vous étiez censé être le bouc émissaire. Vous, avec votre voyage à Londres, votre attitude défensive, votre humeur, eh bien, c'était l'histoire la plus soignée du monde. Une dispute avec une danseuse de cabaret. Un cadavre dans la bibliothèque des Bantry, un jeune homme trop indigné pour son propre bien. Avec quelle rapidité le village s'en est emparé. Et pourtant,
C'était précisément cette propreté qui la trahissait. Sylvia poussa un petit cri, son regard passant de son fiancé à Miss Marple. « Peter, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Peter se leva, les poings serrés. « Je n'ai rien à voir avec sa mort. »« Rien, tu m'entends ?» Miss Marple hocha la tête sereinement. « Tout à fait. Vous avez été stupide. Vous l'avez sans doute connu, peut-être même rencontré dans une boîte de nuit londonienne. Mais vous ne l'avez pas tué. Vous étiez simplement censé faire croire que vous l'aviez fait. » Le colonel Melchett se pencha. « Et alors, Miss Marple, qui l'a tué ?» Le regard de Miss Marple, toujours doux, se tourna vers une autre personne dans la pièce. Le jeune homme de la carrière, bien sûr. C'était lui qui l'avait accompagné depuis Londres, mais lui aussi connut une fin tragique. Il fut réduit au silence avant même qu'il puisse parler, de peur de trahir celui qui avait orchestré toute cette mascarade. « Réduit au silence », répéta Melchett. « Oui, dit Miss Marple, ce coup à la tempe n'était pas un accident. Il a été terrassé. Et là, je crois, nous en arrivons au cœur du problème. » Elle posa son tricot, les mains jointes, avec soin. La personne derrière tout cela n'était ni une étrangère, ni une inconnue. C'était quelqu'un parmi nous. Quelqu'un qui comprenait parfaitement comment fonctionnent les ragots et comment les utiliser. Quelqu'un qui savait qu'introduire une fille dans la bibliothèque des Bantry ferait jaser, détournant les soupçons de la véritable question d'argent. Le silence retombe dans la pièce. Dolly agrippa le bras de son mari. Peter le fixa. Sylvia tremblait. Même Madame Price Ridley cessa de renifler. Le colonel Melchett parlait à voix basse. « Allez-y, Miss Marple. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement. « Je pense que vous le savez déjà, colonel. Il n'existe qu'une seule personne dont les affaires ont récemment été perturbées et qui risque la ruine si certains faits étaient révélés. Une seule personne suffisamment rusée pour organiser cette diversion élaborée. Cette personne, bien sûr, c'est M. Pritchard. » Un halètement collectif emplit la salle. M. Pritchard, sympathique, le visage rouge, toujours prêt à raconter une histoire au sanglier bleu. Il était resté silencieux jusqu'à présent, mais à l'appel de son nom, il se leva d'un bond. « C'est scandaleux. Tonactile, comment osez-vous m'accuser ? Je suis un homme respectable. » Miss Marple le regarda fixement. D'apparence respectable, certes, mais vos investissements, M. Pritchard, avaient mal tourné. Vous étiez exposé au scandale et au déshonneur. Le jeune homme de la carrière le savait peut-être. Il avait été votre commis ou votre associé. Il avait couché avec la jeune fille, avec l'intention de la faire chanter. Vous l'avez réduit au silence et, pour brouiller les pistes, vous avez créé cette scène extraordinaire dans la bibliothèque des Bantry. Vous avez compté sur le scandale pour faire votre travail. Et pendant un temps, il l'a fait. Le visage de M. Pritchard était vidé de ses couleurs. Des mensonges! Que des mensonges! Le colonel Melchett se leva lourdement. Est-ce un mensonge, Pritchard? Pour votre bien, je l'espère. Mais je pense qu'il vaut mieux que nous le voyions immédiatement. Slack, remis de sa surprise, s'avança avec empressement. Je le prends, monsieur. Tandis que l'inspecteur s'avançait, Pritchard se précipita vers la porte d'un bond, désespéré. Mais il était trop lent, les agents étaient déjà sur leur garde. Quelques instants plus tard, il était maîtrisé, ses protestations résonnant inutilement dans le couloir. La compagnie resta assise dans un silence stupéfait. Arthur Bantry s'essuya le front. Sylvia s'accrocha à Peter. Dolly regarda Miss Marple avec un mélange de soulagement et d'admiration. Enfin, le colonel Melchett prit la parole. « Eh bien, mademoiselle Marple, je dois avouer que vous avez vu ce qu'aucun de nous n'a vu. Nous avons été aveuglés par le scandale, et vous par le fauteuil déplacé. Vous avez démêlé toute cette maudite affaire. » Miss Marple sourit faiblement. « Ce n'était pas difficile, colonel. La nature humaine est très semblable partout. Quand on l'a suffisamment observée dans les chaumières, les salons et même à l'église, on en reconnaît les schémas. M. Pritchard s'efforça de tisser une histoire bien ficelée. Et les histoires bien ficelées sont presque toujours fausses. » Elle se pencha de nouveau sur son tricot, ses aiguilles claquant doucement dans le silence. La vérité était révélée, et le fantôme de la bibliothèque avait enfin retrouvé le repos. Le scandale qui avait tant secoué St. Mary Mead ne disparut pas du jour au lendemain. Les villages ne sont pas comme les villes,
il n'avale pas les nouvelles et ne les oublie pas en un jour. Au contraire, les nouvelles d'un village persistent, se couvrent de mousse et s'accrochent à chaque haie et à chaque poteau de portail jusqu'à ce que le prochain grand drame survienne. Ainsi, même après l'arrestation de M. Pritchard, le fantôme de la bibliothèque continua de hanter les conversations, quoique sur un ton de soulagement plutôt que de spéculation. Madame Price Ridley, si sûre de la culpabilité d'Arthur Bantry, déclara alors avec hauteur qu'elle ne l'avait jamais soupçonné. On entendit la femme du pasteur remarquer qu'elle avait toujours trouvé M. Pritchard un peu trop chaleureux. Et au Blue Boar, les hommes qui avaient passé des semaines à partager un verre avec ce jovial homme hochèrent maintenant la tête avec sagesse, comme s'ils avaient toujours su que quelque chose clochait. Pour les Bantry, la levée des soupçons fut un soulagement bienheureux, même si l'expérience avait laissé des traces. Arthur Bantry arpentait le village avec une vigueur renouvelée, la poitrine bombée, même si ses fanfaronnades portaient une légère note de blessure. Dolly, la pauvre âme, ressentait l'épreuve plus profondément, elle évitait les rassemblements. Son rire s'apaisait, comme si elle ne pouvait pardonner au village d'avoir douté de son mari. Sylvia et Peter, quant à eux, se retrouvèrent au cœur de rumeurs d'un autre genre. Leur fiançailles, autrefois incontestée, portait désormais le poids de l'épreuve qu'ils avaient endurée. Certains murmuraient que la confiance de Sylvia avait été trahie, d'autres que Peter avait été humilié par le scandale. Mais en vérité, cette expérience les avait rapprochés. Sylvia s'accrochait à Peter avec une loyauté renouvelée, tandis que lui, dégrisé par la ruine, apprenait à tempérer son orgueil par la douceur. Le colonel Melchett, en sa qualité officielle, déclara l'affaire close. Il parla avec gravité des dangers de la spéculation et de l'importance des faits, tout en ne pouvant s'empêcher d'avouer en privé à Miss Marple qu'elle avait vu ce qu'aucun d'eux n'avait vu. L'inspecteur Slack, quant à lui, se pavanait comme s'il avait personnellement démêlé toute l'affaire, une illusion que les villageois, amusés et indulgents, lui laissèrent entretenir. Mais qu'en était-il de Miss Marple elle-même? Elle retourna à son cottage aussi silencieusement qu'elle l'avait quitté, ses journées reprenant leur rythme habituel: tricot, jardinage et visites aux voisins. Pourtant, ceux qui la connaissèrent le mieux remarquèrent la faible lueur dans ses yeux bleus, signe qu'elle confirmait une fois de plus ce qu'elle avait toujours cru. La nature humaine, sous toutes ses formes, est parfaitement transparente à quiconque a la patience de l'observer. Un après-midi, une semaine après l'arrestation, Dolly vint lui rendre visite. Elle s'enfonce dans le fauteuil en chinant de Miss Marple avec un soupir de profonde satisfaction. « Oh, Jane, dit-elle, comment te remercierais-je un jour? Tu nous as sauvés, vraiment. Sans toi, le nom d'Arthur serait resté dans la boue à jamais. » Miss Marple sourit doucement. « Absurde, Dolly. La vérité finit toujours par surgir. J'ai simplement souligné quelques points que d'autres avaient négligés. Mais c'était plus que ça, insista Dolly. On voyait ce que personne d'autre ne voyait: la chaise, la disposition, la raison même de sa présence dans la bibliothèque. Je n'aurais jamais dû m'en douter, même pas un millier d'années. » Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. « C'est toujours une question de motif, ma chère. Les gens se ressemblent tellement. Dès que j'ai vu cette pauvre fille allongée là, j'ai pensé au canari de Madame Harbottle. » Dolly cligna des yeux. « Son canari, oui, » dit Miss Marple sereinement. À sa mort, elle essaya de faire comme si elle s'était éteinte paisiblement dans sa cage, alors qu'en réalité, le chat l'avait attrapée dans le jardin. Elle réorganisa les choses pour cacher la vérité, mais les plumes sur le tapis me disèrent le contraire. Les êtres humains, voyez-vous, sont très semblables. Ils réorganisent, dissimulent et déguisent. Mais les petits détails les trahissent toujours. Dolly rit faiblement. « Je te fais confiance pour penser à un canari à un tel moment. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. C'est seulement en remarquant ces petites choses qu'on apprend à comprendre les plus grandes. La nouvelle du crime de Pritchard se répandit rapidement au-delà du village. Il s'avéra que ses finances étaient bel et bien ruinées, ses investissements mal faits, et que le jeune homme de la carrière était un ancien associé
qui en savait assez pour le ruiner complètement. La jeune fille, une pauvre créature, n'avait fait que participer à la mascarade, attirée par la promesse d'argent, puis abandonnée lorsqu'elle était devenue gênante. « C'est toujours pareil », dit plus tard Miss Marple à la femme du vicaire. « On s'imagine que les crimes naissent de grandes passions, la jalousie, l'amour, la haine. Mais en réalité, le mobile le plus courant est la peur d'être démasqué, la peur de la honte. Monsieur Pritchard n'était pas un homme méchant au fond de lui. Il avait simplement peur d'être découvert, et la peur, hélas, pousse à commettre des actes atroces. Le village écouta, digéra et continua son chemin, comme toujours. Bientôt, les ragots se tournèrent vers l'exposition florale à venir et l'insistance de Madame Price Ridley pour que ses roses remportent le premier prix. Les enfants jouèrent de nouveau dans les allées, et les clients du Blue Boar reprennent leurs conversations habituelles sur la météo et les scores de cricket. La vie reprend son cours habituel, comme si le fantôme de la bibliothèque n'avait jamais existé. Pourtant, pour ceux qui l'avaient vécu, le souvenir restait gravé. La vue du tapis de la bibliothèque des Bantry fit frissonner Dolly. La carrière devint un lieu où les enfants se mettaient au défi de s'approcher, sans jamais s'attarder. Et Miss Marple, sirotant son thé dans le calme de son salon, réfléchissait avec sa sérénité habituelle aux étranges caractéristiques de la nature humaine. Elle pensa à la pauvre fille, dont le nom était désormais inconnu dans les souvenirs, mais qui avait autrefois vécu et gardait espoir pour le jeune homme, ambitieux mais insensé pour Pritchard, anéanti par sa propre peur, et pour ses voisins, dont les ragots avaient menacé de brouiller la vérité. Elle pensa à tout cela, et ses aiguilles s'activèrent, constantes et patientes. La nature humaine, se murmurait-elle, est quasiment la même partout, et elle ne changera jamais. Devant sa fenêtre, la cloche de l'église sonnait l'heure. Le village, redevenu paisible, poursuivait ses petites occupations, et Miss Marple, toujours vigilante, toujours douce, était assise au milieu de ses roses et de son tricot, sentinelle silencieuse qui guettait les secrets cachés dans le cœur des hommes.